Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'édition de 12h45, les titres. Le coronavirus est très contagieux et mortel. Se faire vacciner permet de se protéger, à suivre l'importance et les avantages de la vaccination contre la Covid-19. On parlera de ce facteur important du métier de la diversité culturelle. Ce sont les traditions et expressions vivantes héritées de nos ancêtres, le patrimoine culturel immatériel. Les menstruations, phénomène caractérisé par un écoulement sanguin périodique, peuvent être source de gêne. Hygiène menstruelle et maintien des filles à l'école, on en parle dans cette édition. Lancée en 2021, la vaccination contre la Covid-19 au Bénin souffre toujours du fait des fausses rumeurs diffusées dans l'opinion publique et amplifiées grâce aux réseaux sociaux. Les impacts de cette pandémie sur le développement socio-économique ne sont pourtant plus à démontrer. Sa force de nuisance à la vie humaine non plus au regard du nombre important de décès enregistrés dans le monde à ce jour du fait de la maladie. Suivons ensemble ce reportage qui nous édifie un peu plus, un reportage signé Alessandra Diotan. Après la vaccination, les gens sont bon portants. Rodrigue fait allusion à la vaccination contre le Covid-19. Je me suis vacciné depuis le novembre passé. Les vaccins anti-Covid, c'est des vaccins pour sauver la population contre le mal qui sévit présentement. Je me suis fait vacciner déjà il y a cela un mois déjà. À la date du 16 janvier 2022, 1 625 516 Béninois ont reçu leur dose complète de vaccination. Les chiffres ont évolué à ce jour, mais des sceptiques à la vaccination, on en dénombre toujours dans le rang de la population. Se faire vacciner nous donne l'avantage d'anticiper la production de la réaction immunitaire. C'est un sujet qui est vacciné et qui a son immunité bien renforcée, eh bien, il est normalement indemne de la maladie, ou bien quand il fait la maladie, il ne fait pas de forme grave, il n'est plus dangereux pour l'autre. Et puis, la propagation du virus est ainsi freinée. Nous sommes ici au centre de santé de Boycon 2, hôpital qui héberge un centre de vaccination contre le Covid-19. Ce type de citoyen est l'exemple parfait à suivre selon le médecin coordonnateur de zone. Nous recommandons qu'une majorité se vaccine pour que la majorité puisse acquérir cette immunité-là pour que vraiment on arrive au bout de cette maladie. Les gens disent beaucoup de choses, d'accord, pour justifier le fait de ne pas vouloir se vacciner. Toute chose qui est véritablement fausse, parce que comme nous l'avons dit, les vaccins que nous avons dans notre pays sont des vaccins homologués, suffisamment testés, leur efficacité prouvée, leur innocuité attestée. À l'exemple des médicaments et autres vaccins, les vaccins anti-Covid-19 peuvent générer des effets secondaires. C'est tout à fait dans l'ordre normal des choses. Pour la vaccination, le citoyen qui veut se vacciner est informé par rapport aux éventuels effets secondaires attendus. Et il y a un système de notification et de prise en charge de ces effets secondaires que nous appelons MAPI, qui est bien mis en place. L'erreur à ne pas commettre est de porter de jugement de valeur sur l'efficacité des vaccins en tenant compte du nombre de doses nécessaires à administrer. À double dose ou à dose unique, l'innocuité de chaque type de vaccin reste prouvée.
On parle à présent du patrimoine culturel immatériel qui, bien que fragile, est un facteur important du maintien de la diversité culturelle face à la mondialisation croissante. Pour sauvegarder et transmettre ce patrimoine aux générations futures, il est aujourd'hui important et nécessaire de mettre en place un certain nombre de stratégies. Quelles sont ces stratégies? Les précisions dans ce reportage. Ceci est un exemple de ce qu'est le patrimoine culturel immatériel. Encore appelé patrimoine vivant, c'est la principale source de la diversité culturelle. Dans le patrimoine, vous avez héritage. Donc c'est l'héritage que vous avez acquis à votre naissance et qui vous permet d'être un homme parmi les hommes. La façon dont nous mangeons, la façon dont nous nous habillons, la façon dont nous nous logeons, la façon dont nous nous déplaçons, nous nous soignons, tout ça fait partie du patrimoine culturel immatériel. Chants, danses, traditions orales, rythmes et rites, autant de spécificités du patrimoine immatériel susceptibles de contribuer au développement culturel et socio-économique de tout pays qui sait les valoriser. Sans la promotion réelle de la culture en général, une nation ne peut jamais prétendre se développer. On peut organiser un festival international pour faire venir des gens au Bénin pour découvrir ce vestige-là qui est en forte disparition. Lorsque ces visiteurs viennent, on peut, sur la base, j'ai parlé de Masgelele, produire ce qu'on appelle des objets de souvenirs qui sont vendus aux étrangers et tous les touristes aujourd'hui adorent retourner chez eux avec un objet de souvenir de la destination qu'ils ont visitée. Cette richesse culturelle mérite d'être sauvegardée et transmise de génération en génération au risque de perdre sa valeur au fil des années. Une sauvegarde du patrimoine vivant qui n'est possible qu'à travers la mise en place de stratégies adéquates. En termes de stratégie, premièrement, il faut introduire les langues béninoises dans notre système éducatif béninois. Il est temps que nous ayons un institut de recherche culturelle qui soit une institution respectable par les moyens qu'on y met et les ressources humaines qui les animent. Prendre conscience du rôle de ce patrimoine dans la construction des identités culturelles et dans les meilleures connaissances de soi s'avère un atout. L'enjeu est de le sauvegarder afin de le transmettre aux générations futures, seul gage pour un développement certain. Faire de l'égalité entre les sexes une réalité d'ici 2030, tel est l'un des objectifs de développement durable fixés par la communauté internationale. Cependant, les menstrues permettent-elles aux filles de suivre convenablement les cours? Aïchatou Salifou nous dit non. Cet activiste défenseur des droits des femmes propose des solutions pour pallier ce phénomène et permettre aux filles d'éviter l'absentéisme. Dans les écoles, les conditions ne sont pas favorables aux jeunes filles pour leur permettre d'adopter une bonne hygiène menstruelle. Du coup, parce qu'il y a les toilettes d'abord qui ne sont pas adaptées à leurs besoins, il y a les toilettes qui sont sales, il y a le fait qu'elles n'arrivent pas à changer les serviettes quand elles sont en menstrues, alors que généralement on doit la changer au moins 3 fois par jour. Donc du coup, il y a déjà le décalage de midi qui est là. Il y a aussi des filles qui n'ont pas assez à de l'eau potable, qui fait qu'elles n'adoptent pas une bonne hygiène menstruelle. Il y a des filles qui ne supportent vraiment pas ces conditions-là quand elles sont en menstrues, ou il y en a qui n'aiment pas rester dans cet état-là. Du coup, il est préférable de rester à la maison pendant les 5 jours quand on est en menstrue. Donc, vous imaginez 5 jours, ça peut avoir une répercussion sur le rendu scolaire qui fera que les filles vont abandonner à la suite. Je dis aux gouvernants, aux parties prenantes, aux associations de vraiment militer pour que les filles puissent avoir accès aux moyens de protection sanitaire quand elles sont en menstrue. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de lutter pour l'accès à une éducation inclusive pour les filles. Mais selon l'UNICEF, une fille sur 10 manque les cours quand elles sont en menstrue. Donc vous imaginez, nous en sommes à une fille aujourd'hui. À combien serions-nous demain? Donc du coup, le gouvernement peut installer des produits sanitaires dans les écoles et des toilettes qui sont adaptées aux besoins des filles. Les toilettes adaptées aux besoins des filles veut dire avoir accès à de l'eau et du savon, pouvoir se nettoyer quand elles sont en menstrues. Créer peut-être au sein de chaque école une petite association de jeunes, que ce soit jeunes filles ou jeunes garçons, pour prendre soin de ces toilettes-là et ainsi inculquer les valeurs de citoyenneté déjà à ces jeunes-là.
D'autres informations pêle-mêle au plan national dans cette édition, c'est dans la Nation en bref, un condensé préparé et présenté par Arnaud Adadja. Au ministère des Affaires étrangères, les nouvelles directives pour l'atteinte des objectifs du programme d'action du gouvernement PAG2 2021-2026 sont connues depuis vendredi dernier. C'est à la faveur de la réunion spéciale du comité de direction du dit ministère que le ministre Aurélien Agbenossi en a fait l'annonce aux membres de son cabinet. Face à des collaborateurs nouvellement nommés et dans une ambiance fraternelle, il a indiqué qu'il s'agira de travailler efficacement pour l'atteinte des objectifs fixés par le PAG2, notamment les 3 réformes et 3 projets à mettre en œuvre. Impôts au Bénin. En attendant l'augmentation des salaires annoncée par le gouvernement, les travailleurs ressentent déjà des effets de la mise en application des nouvelles dispositions contenues dans le Code général des impôts. Selon la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin CSTB, l'application des nouvelles dispositions du nouveau Code général des impôts sur les salaires a généré des réductions sur les salaires de janvier 2022. L'organisation des travailleurs constate l'amenuisement du pouvoir d'achat des travailleurs et espère, face à la flambée des coûts des produits de première nécessité, les gestes du gouvernement pour amortir le choc. Les travaux des premières soutenances de thèse de doctorat ont démarré à l'Université d'agriculture de Kétou. 10 doctorants sur 22 inscrits au départ de la première promotion planche depuis le jeudi 27 janvier 2022 dans les locaux du campus de Kétou. Prenant appui sur ces soutenances, le professeur Ansek Gomez Kwame, représentant le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a mis l'accent sur la pertinence de la création de cette école au sein de l'UNA, école qui allie formation, recherche et emploi. Le recteur Bruno Jossa de l'UNA se dit être bien conscient des enjeux de développement de son université pour l'économie nationale. Hors de nos frontières, précisément au Ghana, la volaille représente la principale source de protéines animales. Malheureusement, l'offre locale ne suit pas la demande. Pour appuyer les aviculteurs, le gouvernement ghanéen annonce la mise à disposition d'une enveloppe de plus de 50 500 milliards de francs CFA sous forme de prêts sur 3 ans à l'ensemble des acteurs de la filière. L'objectif final est de parvenir à une production de viande de poulet chair de 247 000 tonnes d'ici 2025. Ce sera tout pour cette session d'information que vous pouvez revoir sur le www.ortb.bj. Merci de votre fidélité.